Bienvenue sur Africa 24, édition spéciale ce 27 juin 2016. Une édition spéciale consacrée à la suite du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés, nous vous le rappelons, de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2011. Un nouveau témoin sera appelé à la barre ce lundi, un témoin bien connu des Ivoiriens et qui a choisi d'intervenir à visage découvert. Il s'agit de Joël Nguessan, ancien ministre des Droits de l'Homme, aujourd'hui porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains. Et Africa 24 vous propose de suivre tout de suite en direct de La Haye ce témoignage inédit. Nous ne pouvons pas dire que pendant la période de 2000 à 2010, c'était des antagonismes ethniques. C'est vrai, certains hommes politiques ont voulu surfer sur les appartenances ethniques, mais dans la réalité, l'imbrication culturelle, socio-culturelle de nos peuples n'a pas fait émerger un système de lutte ethnique. Pendant la crise que nous avons connue, certaines ethnies étaient systématiquement mises à l'index. Les Akans, les gens du Nord. Mais au plan de la cohabitation, vous pouviez constater que dans la même cour pouvaient habiter aussi bien une personne du Nord, une personne du Sud, une personne de l'Est, une personne du Centre. Alors, à propos de ce concept d'ivoirité, pouvez-vous nous dire où trouve-t-elle son origine? Certains vous diront que c'est une invention de quelques sociologues et universitaires au moment où le président Henri Konan Bédié était aux affaires. Quand vous lisez les thèses sur l'ivoirité, ils disent ceci en substance. L'ivoirité, c'est l'état d'être ivoirien, de s'approprier les valeurs ivoiriennes et la culture ivoirienne. Par la suite, compte tenu de la configuration démographique de notre pays, vous verrez que de manière systématique, ceux qui n'avaient pas des noms à consonance Akan ou bien Krou étaient considérés comme des non-ivoiriens. Je m'explique. Notre pays a une frontière commune avec le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, qui est un pays de langue anglophone, les deux premiers cités étant des langues francophones, le Libéria, pays de langue anglophone, et la Guinée, pays de langue francophone. Il se trouve que les pays de langue francophone que je viens de citer, de part et d'autre de la frontière, on a les mêmes noms. Vous pouvez avoir un Koné en Côte d'Ivoire et les mêmes Koné se retrouvent au Burkina, au Mali et en Guinée, où nous avons principalement des Camara. Ce qui fait que, très rapidement, il y a eu un amalgame entre le nom et l'appartenance à un État, à une nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Monsieur Konan Bédié est arrivé au pouvoir en 1993, au mois de décembre. Oui. Suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny. C'est exact.
suite à l'arrivée de M. Colombe Bédié au pouvoir, y a-t-il eu des élections en Côte d'Ivoire? Oui, il y a eu une élection en 1995. Une élection qui a été boycottée par les principaux partis politiques de l'opposition. Si mes souvenirs sont exacts, le Front populaire ivoirien a refusé d'aller à ces élections sous le prétexte que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection transparente, juste, démocratique et équitable. Le parti créé par Feu Jenny Kobena, qui sera dirigé plus tard par l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, a aussi boycotté cette élection. Vous avez mentionné le Front populaire ivoirien. Pendant les élections de 1995, qui était à la tête de ce parti? Le Front populaire ivoirien en 1995 avait comme principal responsable l'ex-président M. Laurent Gbagbo. Quel effet est-ce qu'a eu l'arrivée sur la scène de M. Colombe Bédié en tant que président de la République suite à cette élection? En tant que président démocratiquement élu, sur la base d'un concept qu'il a développé, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, il a tenté de mettre en œuvre son programme jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État de 1999. En 1995, donc durant cette période d'élection, quelle était la relation ou l'état de la relation entre le FPI et le RDR? Le RDR et le FPI ont créé ce qu'on appelait en son temps le Front républicain pour réclamer des élections justes, transparentes, démocratiques et équitables. Et pouvez-vous nous dire brièvement quel aspect de ces élections est-ce que le FPI et le RDR n'étaient pas d'accord? Si mes souvenirs sont exacts, ils ont réclamé l'urne transparente. Ils ont aussi réclamé qu'on abaisse l'âge du vote. On passe de 21 ans à 18 ans. Ce sont les deux revendications essentielles que j'ai pu retenir. Vous nous avez dit il y a un moment que le FPI et le RDR étaient ensemble au sein du Front républicain. J'aimerais vous faire écouter une entrevue à l'époque. C'est un petit enregistrement de 2 minutes sur cette relation. Your Honors, en fait non, je continuerai en français. Le numéro d'enregistrement, c'est le CIV OTP 0052 0521. C'est dans notre liste au numéro 22. Et nous avons les notes sténographiques. CIV OTP 0054 0236. Alors l'extrait pour les interprètes, c'est à la page 2, les lignes 2 à 23. On peut avoir le plancher, the floor. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne elle-même a 35 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, Colombe Bédié, Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, Jenny Kobena, nous tous qui avons plus de 40 ans, nous sommes nés français. Et nos pères et mères sont nés français. Donc ce débat s'étendra de lui-même, puisqu'il n'a pas de sens. On risque de se retrouver en octobre sans candidat. On pose les problèmes de la transparence. Ils disent, voilà
il faut exclure les étrangers. Mais bien sûr que personne ne veut qu'un étranger soit chef d'État. Mais à partir de quel moment est-on étranger? À partir de quel moment est-on ivoirien? Le code électoral n'a pas à se substituer au code de la nationalité. Alors pour entrer un tout petit peu dans la politique plus politicienne, votre parti, le FPI, a semblé soutenir très fortement l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. On sait par ailleurs que ce même monsieur Alassane Ouattara rencontre très souvent le président actuel, monsieur Bédié. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Mais d'abord, qui vous dit que nous soutenons Alassane Ouattara? Notre parti se soutient lui-même. Notre parti, dans le jeu électoral à venir, a fait une alliance avec le RDR, dont on nous dit que Alassane Ouattara est. Bon, c'est tant mieux s'il en est. Nous sommes très contents de la naissance du RDR. D'abord parce que ça fait que le PDCI s'est coupé en deux. Et que pour la première fois, un Premier ministre, puisque vous parlez d'Alassane Ouattara, et des ministres, des anciens ministres, sont dans l'opposition. Ce qui est inédit en Côte d'Ivoire. En second lieu, ce parti se situe au centre, mais concrètement au plan politique, réclame les mêmes choses que nous. La transparence dans les élections, etc. Donc nous avons fait une alliance politique avec un parti de centre. Vous dites que Alassane Ouattara rencontre le président de la République, mais moi aussi je rencontre le président de la République. Et moi aussi je rencontre Alassane Ouattara. Nous avons souhaité rencontrer le chef de l'État pour discuter des conditions justement des élections. De retour sur ce plateau d'où vous venez de suivre en direct de La Haye aux Pays-Bas le témoignage de l'ancien ministre ivoirien des droits de l'homme, Joël Nguessan, dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et pour le décrypter, nous sommes en compagnie de Diaby Youssouf. Vous êtes porte-parole de Charles Blé Goudé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également sur ce plateau, Adama Diomandé. Vous êtes proche de l'actuel président Alassane Ouattara. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, messieurs, qui est Joël Nguessan? Que représente-t-il pour la Côte d'Ivoire? Monsieur Diaby. Merci beaucoup. Je crois que Joël Nguessan, c'est le spécialiste de la transhumance politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'art de savoir ces périodes de saison pour pouvoir mieux se nourrir dans le parti qui est actuellement au pouvoir. Avec le PDCI, quand le PDCI était au pouvoir, et après quand le PDCI a perdu le pouvoir, il s'est retrouvé proche de ceux qui allaient gagner les élections, qui étaient le président Laurent Gbagbo. Et après le MFA, du MFA, il a ressauté encore pour revenir avec Laurent Gbagbo quand il a eu des problèmes avec M. Anaki Obena. Et après ça encore, il a ressauté encore pour se retrouver au RDR. Donc, si on doit présenter une telle personne qui porte la parole d'une personnalité d'un État, en tout cas, je crois que sa description, c'est aussi la figure métabolique de notre pays actuellement, qui sombre dans les désordres politiques, économiques et sociaux, et qui n'a pas de repère social, qui n'a pas de repère humain, et qui n'a pas de repère pour le respect de la chose politique, mais qui s'est fait dans un jeu de déshumanisation de l'être humain et de la société ivoirienne. Monsieur Diomandé, vous partagez cette perception? Non, pas du tout, il le sait, Monsieur Diaby. Il exagère tout, Monsieur Diaby. Moi, je ne vais pas faire le CV politique de M. Joël Nguessan, puisque lui-même, il a placé, M. Joël Nguessan, l'ancien ministre, a placé la barre tellement haute, il ne va pas descendre, et je ne vais pas descendre avec M. Diaby dans ce débat politicien. M. Joël Nguessan a été ministre sous M. Konabani, Charles Konabani, qui a été le premier ministre désigné par la communauté internationale Premier ministre de la Réconciliation. Et dans ce gouvernement-là, M. Joël Nguessan était ministre des droits de l'homme. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est tellement composée et les familles sont impliquées l'une dans l'autre, et même la politique aussi. M. Joël Nguessan a dit tout à l'heure dans son témoignage la base politique des partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a toujours une connotation régionale, ethnique. Maintenant, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de prendre un chemin
où nous allons dépasser toutes ces choses-là. C'est pour cela le témoignage du ministre Joël Nguessan on va en revenir. est très intéressant, puisque il est au-dessus de la mêlée, il vient faire un témoignage. Justement, nous allons avoir l'occasion de revenir plus en détail sur ce témoignage. Mais avant, Monsieur Diaby, quelle était la nature des relations de Joël Nguessan avec les accusés avant la crise post-électorale? Au fait, c'est ce que je vous décrivais tout de suite là, que Monsieur Joël Nguessan, pour moi, ce n'est pas une personne physique ou une personne morale qui puisse prendre la parole ou qui puisse être un témoin réel ou un véritable témoin à qui nous devions avoir une croyance aveugle. Vous pensez que le fait que justement il ait plusieurs fois changé de famille politique remet en cause sa crédibilité aujourd'hui? Ça remet en cause sa crédibilité parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'asseoir. C'est comme quand je vais vous donner un proverbe de chez nous qui dit qu'il y a deux types d'amitié. Il y a l'amitié de l'oiseau et il y a l'amitié de la fourmi. Et l'amitié de l'oiseau, lorsqu'il l'arbre est cassé, l'oiseau s'envole vers un autre arbre. Mais l'amitié de la fourmi, quand l'arbre est cassé, l'arbre, il en écorce, la fourmi reste. Même quand on brûle l'écorce, la fourmi va. Je suis désolé de ne pas être d'accord. L'oiseau qui est avec toi aujourd'hui. Monsieur Diaby, Monsieur Diomandé, s'il vous plaît, on le laisse terminer. Ensuite, vous allez réagir. Allez-y. On est dans un débat démocratique et là, et le droit à la liberté d'expression est reconnu et que tu me laisses d'abord quand je finis de parler. Allez-y donc, Monsieur Diaby. Je ne vais pas vous laisser 2 heures de temps quand même. Voilà. Non, cela ne dépend pas de vous, monsieur. Effectivement, Monsieur Diomandé, s'il vous plaît. Monsieur Diaby, on va rester concentré sur le sujet. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup de pouvoir régler cette, Monsieur Diomandé, parce que c'est comme ça ils se conduisent même en Côte d'Ivoire. C'est la violence chez eux. Donc, tout se règle par la violence. Allez-y, terminez votre propos, s'il vous plaît. Donc, je dis que, pour moi, Monsieur Joël Nguessan n'est pas un homme véritable à qui nous allons avoir une confiance. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a fait tous les partis politiques en Côte d'Ivoire et dans tous les partis où il a été, il a eu tous les problèmes. Et c'est quelqu'un, quand je vais vous le dire, du PDCI, il a posé tous les grands problèmes au PDCI et jusqu'à ce que le président Henri Konan Bédié puisse le mettre dehors. Et après, il est venu au MFA et avec M. Anaki Kobena, il a créé tout un problème parce qu'il voulait être ministre obligatoirement. Et jusqu'à ce qu'Anaki Kobena encore le chasse. Et il est revenu près du président Laurent Gbagbo, qu'il a adopté. Parce que Laurent Gbagbo, c'est l'humain. C'est-à-dire que même M. Diomandé ne peut pas le dire. M. Diomandé, justement, votre réaction. De prendre M. Joël Nguessan comme son fils. Vous voyez, je suis de temps en temps, il faut que je l'arrête parce qu'il ne sait pas s'arrêter. Je pense que sur ce plateau, on n'est pas là pour le procès ou la conduite de M. Joël Nguessan. Moi, je lui tire mon chapeau. Il est à un témoignage où l'accusation le présente comme témoin. Ce n'est pas le RDR qui a envoyé M. Joël Nguessan. Donc il est là en tant que citoyen libre. Je lui tire mon chapeau. Dans son témoignage, il a été fidèle à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ce que la justice internationale recherche. Il n'est pas là pour défendre un camp. Il a dit, et moi je le trouve digne d'avoir, de se présenter sans masque, sans changer sa voix. Il donne son témoignage et jusqu'à présent, il n'a pas dévié de ça. Donc moi, je ne juge pas la personne ni sa conduite. Ce que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, c'est de dire franchement les choses et de penser les plaies. Et aujourd'hui, l'ex-président, celui qui a été président de la Côte d'Ivoire, est incapable de le faire puisqu'il est dans le déni de la réalité. Le couple Gbagbo est dans le déni de la réalité. Pour eux, il n'y a pas eu de crise. Pour eux, il n'a jamais été président. Pour lui, Gbagbo, il n'est pas responsable des 3000 morts. Mais qui est responsable? Qui était président de la République? C'est ça la réalité. Donc, M. Diaby ne va pas me dévier de la réalité de la Côte d'Ivoire. Et le président actuel est en train de tourner la page avec beaucoup d'expérience. Et je vous assure que le tableau que M. Diaby dépeint, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, n'est pas la bonne vision. La communauté internationale voit la Côte d'Ivoire en marche.
Alors, le sujet qui nous intéresse ce jour, Monsieur Diaby, c'est bien évidemment, comme l'a rappelé Monsieur Diomandé, le témoignage de Joël Nguessan à La Haye, un témoignage qu'on a pu suivre ensemble. Qu'est-ce que vous avez retenu pour le moment de ce témoignage? Je retiens pour le moment que si la CPI prend une telle personne comme Joël Nguessan pour aller témoigner et qu'il rentre dans l'histoire et qu'il parle de l'ivoirité, alors si on doit faire le procès de l'ivoirité, je crois que c'est M. Henri Konan Bédié qui doit être là. Parce que l'ivoirité a été introduite comme un concept clé pour pouvoir mettre des Ivoiriens d'un côté et de l'autre côté par Henri Konan Bédié et son ministre Faustin Kwame qui était le véritable concepteur. Donc ici, si on voudrait vraiment écouter quelqu'un qui a créé tout le problème en Côte d'Ivoire, cette personne s'appelle Henri Konan Bédié. C'est lui qui a créé toute cette saloperie dans notre pays en Côte d'Ivoire. Donc, à partir de son concept d'ivoirité, et là, ça c'était vraiment une dérive de la part de M. Henri Konan Bédié. Maintenant, quand M. Diomandé parle des 3000 morts et qu'il dit que ces 3000 morts, c'est le président Laurent Gbagbo, mais je crois que quand il y a un conflit, le conflit, ça suppose qu'il y a deux personnes. Donc, peut-être qu'il ne sait pas la définition d'un conflit. Peut-être que pour lui, le conflit, ça signifie que c'est une seule personne qui s'est fait le conflit lui-même. Maintenant, si c'est cette définition que M. Diomandé se donne du conflit, je lui dirais que non. Et quand on parle d'un conflit, c'est des antagonismes. Alors, on va lui poser la question justement. Monsieur Diomandé, que répondez-vous à Monsieur Diaby? J'ai bien dit, et c'est bien ce que j'ai dit, le président Gbagbo était le président de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un conflit sous sa gouvernance. Il assume l'entière responsabilité. C'est vrai qu'un conflit, c'est deux partis qui se battent entre eux. Mais quand on est le président de la République, on fait tout pour éviter cela. Monsieur Gbagbo a été le praticien de l'ivoirité. Et même quand il est arrivé à la présidence, il s'est entouré des ivoiritaires, ceux qui ont sorti ce concept-là. Il est bien évident que ce concept a démarré sous M. Henri Konan Bédié. Mais il ne l'a pas pratiqué, M. Henri Konan Bédié. Non, mais je vais finir. Il ne l'a pas pratiqué. Le praticien de l'ivoirité, c'est M. Laurent Gbagbo. Quand on arrachait les cartes d'identité, quand on déchirait les cartes d'identité, et quand on se présentait comme xénophobe, c'est pas sous Gbagbo. C'était sous Gbagbo, c'était pas sous Henri Konan Bédié. Donc je veux dire par là, il le sait Diaby lui-même, il s'appelle Diaby, il sait très bien, même s'il est au FPI aujourd'hui, qu'il a été catégorisé en Côte d'Ivoire par le FPI. Il sait très bien que Blé Goudé a défenestré un juge parce qu'il a fait un certificat de nationalité, que ce juge-là a signé le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, en tout cas, celui qui a enfoncé la Côte d'Ivoire dans cette situation, c'est Koudou, Laurent Gbagbo et le FPI. Ils doivent en assumer la responsabilité. Monsieur Diaby. Merci beaucoup. Au fait, mon contradicteur sur place là, je crois qu'il a un problème pathologique au niveau des événements de la Côte d'Ivoire. Quand il dit que Blé Goudé a défenestré un juge en Côte d'Ivoire parce qu'il a donné j'irai sur votre canapé pour me faire soigner la nationalité à Alassane Ouattara, mais je crois qu'il oublie que la nationalité qui a été donnée à Alassane Ouattara, ça a été fait par un juge qui s'appelle Zorobi. Et l'année, en ce moment, en cette année-là, Laurent Gbagbo n'était pas président de la République. Je parle du renouvellement de certificat de nationalité. Non, je précise les choses. On va le laisser terminer. Vous allez réagir ensuite. Je vous écoute. Charles Blé Goudé, l'homme de paix, n'a jamais fait cela. C'est Charles Blé Goudé qui a fait la caravane de la paix pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'est Charles Blé Goudé, avec les mains nues, qui a défendu ton pays, la Côte d'Ivoire. C'est grâce à Charles Blé Goudé aujourd'hui que ta Côte d'Ivoire actuelle là respire. C'est Charles Blé Goudé qui a évité à la Côte d'Ivoire la rwandisation. Grâce à Charles Blé Goudé, les jeunes de Côte d'Ivoire ne se sont pas auto-détruits, ne se sont pas tués. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, les accords de Versailles, mon frère, nous étions aujourd'hui, et on ne parlerait plus de 3000 morts. Donc, Charles Blé Goudé est celui-là qui a permis à la Côte d'Ivoire de ne pas sombrer dans le sang, de ne pas avoir l'hécatombe.
Là, il a des pas qu'il a posés, des pas de géant dans la réconciliation. Il est allé jusqu'à dans le village jusqu'à Boaké. Il a fait la caravane de la paix. Il a fait les accords de Versailles, où des jeunes du Nord, des jeunes du Sud, des jeunes des partis politiques étaient en train de se tuer. C'est le seul qui a fait cela. Et personne ne peut dire que le COJEP, créé par Charles Blé Goudé, je dis bien le COJEP, créé par Charles Blé Goudé, qu'il y a un seul milicien dedans. Ce sont des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, ce sont des jeunes entrepreneurs, il n'y a pas de miliciens. Donc le COJEP, ce sont des jeunes qui travaillent en Côte d'Ivoire. Et actuellement, le premier secrétaire exécutif du COJEP s'appelle Dr Nebou Yassin et qui est enseignant à l'université de Boaké en philosophie. Donc, on ne pourra jamais, même tous ceux qui sont emprisonnés, tu ne pourras pas nous dire que voilà un milicien du COJEP. Le COJEP a été géré par Charles Blé Goudé avec des jeunes qui sont compétents en la matière pour la compréhension et le respect de la Constitution du droit en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Youssouf. Excuse-moi, je vais finir. S'il vous plaît, on a des mosquées. Les mosquées, la carte d'identité qui a été arrachée aux Ivoiriens du Nord, dans les mosquées de Côte d'Ivoire, à Bobo, précisément. Mais c'était sous Henri Konan Bédié. Mais je crois que ce monsieur, il ne connaît pas l'histoire chronologique de son pays. Merci, monsieur Youssouf. Monsieur Diomandé, très rapidement. Voilà la responsabilité du FPI. Moi, je n'ai jamais parlé de mosquée. Et quand je débat pour la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de religion ni d'ethnie. Aujourd'hui, mon souhait est que la Côte d'Ivoire soit une nation. Et c'est pour cela que je soutiens le président Alassane Ouattara à fond, parce que ce travail, il est en train de le faire. Je vais dire que un parti politique comme le FPI, que notre génération, je vous dis franchement, on a rêvé de la démocratie. Quand Gbagbo prônait en Côte d'Ivoire pour une alternance démocratique, nous, notre génération, on l'a soutenu. Même si on n'était pas au FPI, mais c'était cette liberté qu'on voulait. Mais M. Gbagbo a dévoyé cela. Il est devenu le praticien de l'ivoirité. Voilà ce que la responsabilité du FPI et de M. Gbagbo Laurent. Une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition spéciale. Vous allez pouvoir suivre en direct de La Haye aux Pays-Bas la suite du témoignage de Joël Nguessan, ancien ministre des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire. A tout de suite.